Y esto en realidad no es nuevo, forma parte de un programa que la UNTREF viene desarrollando, de un programa internacional de intercambio que en el área particular de artes visuales tiene como misión llevar arte argentino al exterior y a su vez traer muestras y propuestas de arte moderno y contemporáneo internacional a Buenos Aires. Dentro de ese programa tuvimos una muestra de Picasso el año pasado, una muestra de Torres García y ahora la presencia de Christian Boltanski. Me gustaría que a través de este diálogo que vamos a establecer podamos acercarnos a algunos parámetros conceptuales de su perspectiva estética, de lo que se conoce como proyecto creador, o sea, aquel complejo y a veces problemático encuentro entre las necesidades expresivas personales y la demanda social, unas veces expresa, otras tácita, pero siempre presente. En este sentido, varios términos rondarán esta conversación: historia, memoria, tiempo, archivo, inventario, colección, lo individual, lo colectivo y sobre todos ellos, vida y muerte, como pares complementarios necesarios. En el texto de una de tus exposiciones, la de Bolonia, subrayabas el lugar de interrogación como una de las claves para una definición de tu propuesta artística. Concretamente decías: en mi trabajo quiero que cada obra pueda provocar una pregunta. Cada obra es una pregunta a la que no tengo respuesta. Más bien, es una pregunta que conduce a otra. Estas afirmaciones llevan a la pregunta, y valga el enredo de términos, acerca de cuál es para ti el rol del artista, y con esto también cuál es el concepto de obra que a partir de esa definición del lugar del artista construís. En fait, je crois que le rôle de l'artiste est toujours à peu près le même, et les questions que l'on pose sont toujours les mêmes. Donc moi, je pose des questions qui ont été posées depuis le début de l'humanité. Et je ne crois pas qu'il y ait, naturellement, l'idée de progrès en art est une idée totalement stupide. Mais je ne pense même pas qu'il y ait une évolution. L'art n'est pas meilleur aujourd'hui qu'il y a 15 ans, ça c'est une certitude. Mais en fait, c'est toujours à peu près la même chose, parce que c'est les mêmes questions. Donc on pose les mêmes questions et on utilise un langage de son temps, mais on pose les mêmes questions. Et depuis toujours, l'artiste, le philosophe, simplement tout être humain qui cherche à comprendre, pose des questions et se pose des questions. Et moi, je me suis posé des questions à moi-même, dont malheureusement je n'ai pas de réponse à ces questions, mais ces questions m'ont aidé à avancer et à me poser de nouvelles questions. Ce qui est une chose tout à fait traditionnelle, aussi bien dans la tradition bouddhiste que dans la tradition hassidique d'ailleurs. Mais je pense que au début de la vie d'un artiste, il y a toujours une sorte de trauma, une sorte de choses qu'il n'arrive pas à comprendre, qu'il n'arrive pas à s'expliquer. Et toute sa vie, il va essayer, par son travail, à se sentir mieux avec ce choc initial. Ce choc initial est souvent lié à la psychanalyse, mais il peut être également lié, c'est plutôt mon cas, à des événements historiques. Donc je pense que, en fait, on essaie de résoudre son propre problème, et en résolvant son propre problème, on arrive à résoudre peut-être un petit peu les problèmes des autres. L'art est constamment un va-et-vient entre ce qu'il y a de plus personnel et de plus collectif. C'est-à-dire qu'un artiste parle des choses qu'il connaît, des choses qui lui sont personnelles, et si son travail fonctionne, il arrive à parler à des gens très différents qui vont également pas ressentir la même chose, mais disons ressentir quelque chose d'un peu analogue. Donc en fait, un artiste ne peut parler que de ce qui est entre lui et les autres. On parle toujours d'une sorte d'expérience commune. Mais
les expériences humaines beaucoup d'expériences humaines sont communes. Je veux dire, nous avons tous perdu un être cher, nous avons tous une inquiétude devant la mort, nous avons tous un désir d'harmonie. Vous savez, moi j'ai toujours qu'il y a très très peu de sujets en art. Il y a la recherche de Dieu, le sexe, l'étonnement devant la beauté de la nature. Enfin, il y a 5 ou 6 sujets qui sont utilisés par les artistes depuis le début des temps. Donc effectivement, comme tout le monde, je me pose ces questions. Et en gros, la question qui est la question la plus importante pour moi est le fait que je crois que chacun de nous est unique et en cela prodigieux, et qu'en même temps, l'oubli vient tellement vite. C'est-à-dire qu'on se souvient à la rigueur de son grand-père, mais jamais de son arrière-grand-père, ou très rarement de son arrière-grand-père. Donc tous ces humains uniques et importants pour cela sont en même temps d'une grande fragilité. Et c'est une des questions que je me suis posée et que j'ai posées dans mon activité. A partir entonces de este concepto de artista y de obra y de este refuerzo de lo singular y de lo colectivo, elegís el camino justamente del arte para hacer tu vida. Y en este camino haces una elección muy peculiar de materiales, desde fotografías que arman extensas y heterogéneas colecciones, hasta archivos, ropas y otros elementos. Así como los espacios también forman parte de los materiales con los que trabajas. ¿Cómo vas a estar estableciendo las relaciones entre los materiales y los propósitos de las obras, los materiales y los espacios? Por ejemplo, en sombras el material es casi esencialmente la luz, en Personne o en Chance, en comparación al anterior, son superproducciones, son elecciones que tienen propósitos distintos. ¿Cómo las vas haciendo? J'ai travaillé avec des milliers de photographies de Suisses morts, par exemple. J'ai travaillé avec des milliers et des milliers de vêtements usagés. J'ai travaillé avec des milliers de noms, seulement de noms d'humains. J'ai travaillé maintenant avec des battements de cœur humains. Et à chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un individu. Donc au fond, ma matière, même s'il s'agit apparemment de formes différentes, est toujours la même. C'est un objet qui renvoie à un sujet absent. El trabajo del artista, entonces, tal como te lo planteas, y en relación con los materiales, los espacios, la vinculación con el público y el sentido abierto de obra que estás manejando, estaría tal vez en la línea de lo que Nicolás Bourriaud define como postproducción, en donde las nociones como creación, en el sentido más idealista o moderno, desaparecen. También la noción de originalidad se va desdibujando. Y frente a eso aparecen otras, la de montaje, apropiación, construcción de sentidos, cosas que permiten resituar cuestiones o reflexiones sobre la experiencia vital. ¿En qué medida sentís que estos términos sirven para pensar tu trabajo? ¿Y cómo caos y orden se sitúan en esa configuración? Je crois que c'est des choses beaucoup plus simples. Je pose des questions par un mode visuel. Au lieu d'employer des mots, comme je le fais ce soir, j'emploie des couleurs, des formes, des sensations, parfois des sons, et je tâche de créer une émotion, et que cette émotion également ait un sens de question. Donc moi je me sens tout à fait comme un artiste traditionnel, je ne crois pas du tout au changement, et je suis comme un artiste totalement de la Renaissance, ou même peut-être avant. La différence, c'est qu'effectivement j'emploie un langage de mon temps. En Menschlich haces un uso muy particular de las imágenes, porque estás instalando con ese uso de las imágenes una perspectiva muy crítica, porque es una convivencia incómoda entre las víctimas y los verdugos la que estás situando allí.
La pregunta entonces es cómo sitúas tu trabajo dentro de este concepto de arte político en sentido amplio o de arte comprometido. Menschlich est effectivement peut-être une œuvre qu'on peut trouver douteuse, mais bon, je vous la raconte en 3 minutes. Il y a à peu près 1000 images de visages, et ces visages sont tous des visages de morts, de gens qui sont morts, et parmi eux, certains sont des criminels, d'autres sont des victimes, d'autres sont simplement des Suisses. Ce que j'ai voulu dire, c'est que le criminel avait le visage de la victime, que malheureusement, ce serait trop facile si le criminel avait des cornes et lançait des flammes par la bouche. Et donc, il est semblable à sa victime. Et aussi qu'il y a la paix des cimetières, quoi. Voilà, qui sont tous morts et tous humains. Et donc, j'ai fait cette œuvre en Allemagne. Et je l'ai appelé menschlich parce qu'ils sont tous humains et que, pour dire une chose qui effectivement est douteuse, même le criminel est humain. Et qu'une part de nous est sans doute criminelle et qu'une part du criminel est sans doute humaine. Mais je peux comprendre que c'est une chose choquante, mais là encore c'était une question que je me posais. Il y a une œuvre de moi qui était assez proche, qui s'appelle Sans souci, où je vais être très souvent en Allemagne et j'aime beaucoup ce pays. Et au plus, j'ai acheté énormément d'albums de photos des années 30 et 30-40. Et naturellement, il y a beaucoup de photographies de militaires, de SS, de nazis. Et on les voit embrassant des enfants, fêtant Noël, aimant la musique. Et cette chose est encore plus effrayante. Peut-être parce que de voir qu'ils étaient comme nous, ils sont comme nous, et qu'on peut embrasser son enfant le matin et tuer un enfant l'après-midi. Et également qu'est-ce qui nous... Enfin, c'est très difficile de savoir si nous-mêmes n'avons pas en nous une part de monstre. Donc je travaille très peu, je dois dire, et j'attends beaucoup. Et vous savez, c'est un tout petit peu pour moi comme les mystiques, c'est-à-dire qu'on est devant un mur, on ne comprend plus rien, et quelquefois on a l'impression qu'on a pu abattre ce mur et comprendre quelque chose, mais ça arrive très rarement. La plupart du temps, on ne fait rien. Et quand on ne fait rien, le vrai moment de création, enfin si on espère créer, il faut ne rien faire. Mais surtout, il ne faut pas s'occuper. Et le danger pour quelqu'un comme moi, c'est que comme c'est tellement difficile de ne rien faire, et tellement difficile de créer, que j'ai toujours une tendance à voyager, à venir faire comme ce soir une conférence à Buenos Aires. Et tout ça, et naturellement, m'occupe, mais m'empêche de ne rien faire. Et la seule solution est de rester couché sur un lit, de regarder la télévision, surtout des programmes très très bêtes, c'est mieux. Et là, on est complètement désespéré, l'esprit vague. Et si on fait ça pendant un temps assez long, on peut parfois arriver à faire quelque chose. Mais c'est très dur. Il faut avoir beaucoup de courage pour faire ça. Muchísimas gracias. ¿Estás de acuerdo en que abramos una pequeña ronda de preguntas? ¿O preferís dejarlo aquí? ¿Abrimos una pequeña ronda? No, si hay questions. Ok. Entonces abrimos una pequeña ronda. Sí. Buenas tardes. Tú hablaste de que últimamente estás haciendo obras que no quieres que sean presentadas en los museos, que no sean museables. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? J'ai fait des œuvres dans les musées, et les musées sont des endroits respectables. C'est un peu des endroits où la vie est partie. Moi, je dis toujours que quand je vais au musée du Louvre, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a plein d'objets anonymes. Et qu'on a l'impression que tous ces objets anonymes ont été faits par quelqu'un qui a essayé de bien faire. Donc c'est le souvenir de tous ces gens qui ont essayé de bien faire, qui ont fait un petit pot en verre, ils ont essayé de bien le faire, qui ont fait
et une sculpture en pierre qui ont aussi bien à faire, donc c'est très touchant. Mais disons, alors pour élargir l'idée, c'est que ce que j'essaie de faire, c'est donner une émotion. Et pour donner une émotion, il est plus facile de la donner dans un lieu où il n'y a pas marqué musée d'art contemporain. Et donc, si vous voyez un travail de moi et que vous vous dites, tiens, Woltonsky est un bon peintre post-conceptuel de la fin du XXe siècle, ça veut dire que mon expo est très très mauvaise. Je crois que la seule manière de voir quelque chose est de ne pas regarder l'étiquette et d'avoir une émotion. Et naturellement, bon, si on le fait dans un lieu qui n'est pas un lieu habituellement consacré à l'art, et notamment à l'art contemporain, on a une émotion plus grande parce que pendant quelques secondes ou pendant quelques dixièmes de secondes, on pense qu'il s'agit de la vie. Et la vie est plus touchante que l'art. C'est-à-dire, par exemple, si je me mets à pleurer à cet instant, vous allez être choqué ou touché. Si je suis sur une scène de théâtre, vous allez dire vraiment c'est un mauvais acteur, il pleure tellement mal. Et donc, évidemment, moi tout ce que je fais est de l'art et de l'artifice, mais j'aime bien cette idée qu'il y a un moment où on ne sait plus, quoi. Et pour cette île au Japon où il y a ces chœurs, il y a beaucoup naturellement de Japonais qui y vont et qui ont déposé des chœurs. Et je crois que pour eux, ils n'ont plus du tout idée que ça a été fait par un artiste. C'est un lieu de pèlerinage, mais ce n'est plus... Et ils ont cette émotion, comme quand on a une émotion pour aller dans un lieu de pèlerinage. Mais que je sois un artiste ou pas un artiste, ils s'en foutent complètement. Et donc ça, je pense que c'est intéressant. C'est donner un instant une émotion à quelqu'un. Je pense que, si vous voulez, qu'il y a une des grandes choses, par exemple, qui empêche un large public de s'approcher de l'art contemporain, c'est que chacun de nous a dans la tête une petite case avec ce que doit être l'art. Et généralement, on a appris ça très jeune. Donc pour beaucoup, par exemple, l'art doit ressembler à la peinture impressionniste. Et s'ils vont dans un musée d'art contemporain et que ça ne ressemble pas à un tableau impressionniste, ils disent mais c'est pas de l'art. Donc je crois qu'il faut arriver à supprimer cette petite case dans la tête et que les gens aient simplement l'émotion et l'émotion directe. Quelque chose arrive. Et moi je souhaite toujours que quand on va voir une de mes œuvres, le visiteur se dise il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a un truc là, je ne sais pas ce qui se passe, je ne vois pas d'œuvre, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Et comment vous faites pour trouver votre lieu? Comment vous choisissez votre lieu? J'ai beaucoup travaillé dans des églises, mais il m'est arrivé de travailler dans des sous-sols de piscine, dans des usines. Mais c'est vrai que les usines, les églises, comme c'est un lieu de méditation, sont un lieu qui est assez facile. Ou déjà... Vous savez, j'aime beaucoup quelque chose. Quelquefois, quand il y a du soleil, il y a une porte d'église qui est ouverte. Et puis, pour faire un raccourci, on traverse l'église. Et là, il fait plus frais. Et puis, il y a un monsieur qui agite les bras. Quelquefois, on entend une musique. Et on ressent quelque chose. On ne comprend pas ce qui se passe, mais on ressent quelque chose. Et puis, on ressort par l'autre porte et on arrive dans la rue qui est éclairée avec la lumière et tout ça. Et disons, c'est ça... Enfin, visiter une exposition, c'est ça. On est quelque part et on ressent que quelque chose arrive, qu'il y a quelque chose qui est à comprendre, mais on ne la comprend pas très bien, mais on se pose des questions sur ce qui se passe et puis on ressort dans la vie. Et j'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur les objets trouvés, les objets perdus, et ce que j'ai n'a pas de rapport, mais ça a peut-être un rapport à la fin. Ce qui est toujours terrible des objets perdus, c'est que une clé, notre clé, qui est tellement importante pour nous, une fois qu'elle est au bureau des objets perdus, elle n'est plus rien. Elle est en attente. Il m'est arrivé souvent d'acheter des vêtements aux puces. Et la chose est très émouvante parce que le vêtement, il a été choisi et aimé par quelqu'un.
et où cette personne ne l'a plus aimé, où cette personne est morte, et en tout cas le vêtement est sur le trottoir. Et il attend d'être de nouveau aimé. Et puis soit on va l'acheter, on va le regarder, on va l'acheter, et on va le porter et l'aimer. Et donc il va repartir pour une nouvelle vie. Et transformer le regard qu'on porte sur quelque chose est un regard qui donne vie. Le regard d'amour qu'on met sur quelque chose est un regard qui donne vie. Et donc peut-être c'est peut-être plus facile d'avoir un regard d'amour pas dans un musée, on peut l'avoir dans un musée, mais de l'avoir dans un lieu inhabituel. Et tout à l'heure je racontais, parce qu'il y avait ici une archéologue, j'ai fait ça, donc je les ai trouvés plusieurs fois, mais une fois je les ai fait au Louvre à Paris, et parce que au Louvre il y a tellement de visiteurs qui perdent beaucoup de choses, notamment des chaussures d'enfants. Et donc j'ai demandé qu'on expose ce qui avait été perdu pendant un mois dans des vitrines du Louvre, dans une section archéologique. Et j'ai demandé à une archéologue conservatrice du Louvre de décrire ces objets comme si elle ne savait pas à quoi ils correspondaient. Donc c'était objet fin XXe siècle, matière inconnue, peut-être objet religieux, parce que c'est une caméra par exemple. Et ce qui m'intéressait, c'était que si on retire un objet de son contexte et qu'on le met dans une vitrine, on le regarde d'une autre manière, on le regarde pour la beauté de la forme, puisqu'il n'est plus un objet usuel. Et de toute façon, un jour, tous ces objets perdus dans le Louvre seront au Louvre et seront considérés comme beaux. Bueno, te agradecemos muchísimo y agradecemos a todos el haber venido.